13 acteurs célèbres, partis trop tôt, dans des circonstances si étranges que même la réalité semble inventée. Des routes paisibles devenues fatales, des plateaux de tournage transformés en drames. Aujourd'hui, nous revenons sur ces accidents mystérieux qui ont bouleversé le cinéma français et la vérité derrière chacun d'eux va vous hanter. Numéro 1. Coluche. Le 10 à 9 juin 1986, sur une petite route sinueuse d'Opio, dans les Alpes-Maritimes, le comédien le plus aimé de France enfourche sa moto pour une balade ordinaire. Le ciel est clair, la mer brille au loin et rien ne laisse présager le drame qui va suivre. En quelques secondes, la trajectoire d'un camion change tout. Le choc est violent, fulgurant, définitif. Coluche, dont le rire avait illuminé tout un pays, s'éteint sur le coup. Il n'avait que 31 ans. Quelques heures plus tard, la nouvelle se répand comme une onde de choc. La France entière s'arrête, les radios coupent leur musique, les animateurs ont la voix tremblante, on refuse d'y croire. Coluche, l'insolent, le tendre, celui qui faisait rire les puissants et pleurer les humbles, n'est plus. Les fleurs s'accumulent sur les trottoirs de Paris, les larmes aussi. Cet homme n'était pas seulement un humoriste, il était un symbole. Né Michel Colucci, il avait grandi dans la pauvreté, observant la vie avec un regard plein d'ironie et de lucidité. Il avait ce don rare de transformer la colère en éclat de rire. Ses sketchs dénonçaient les injustices, ses interviews dérangeaient le pouvoir, mais toujours avec cette tendresse désarmante qui faisait de lui un être profondément humain. En 1985, il lança les Restos du Cœur, un geste simple, immense, né d'une idée folle, que personne ne devrait mourir de faim dans un pays riche. Le lendemain de sa mort, les foules se rassemblent, les journaux titrent en lettres noires, et le pays réalise qu'il a perdu plus qu'un humoriste. Il a perdu une conscience, un miroir, une voix du peuple. Les enquêteurs concluent à un accident banal, un camion, une seconde d'inattention, une route trop étroite. Mais pour des millions de Français, il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette disparition, comme si un esprit aussi libre ne pouvait pas partir de façon si ordinaire. Aujourd'hui encore, sur cette route bordée de pins, les motards ralentissent, déposent une fleur, une photo, un mot griffonné. Le vent emporte les murmures, et quelque part, entre le rire et la mélancolie, on croit entendre sa voix. On rigolait bien, hein ? Coluche, parti trop tôt, mais jamais effacé du cœur des Français. Numéro 2. Grace Kelly. Le 14 septembre 1982, la route de la Turbie serpente au-dessus de Monaco, suspendue entre mer et montagne. Au volant de sa Rover, la princesse de grâce et d'élégance descend vers la principauté. À ses côtés, sa fille Stéphanie. Le soleil chauffe la Méditerranée, l'air est lourd, le paysage somptueux. En une fraction de seconde, tout bascule. La voiture quitte la chaussée, dévale la pente, s'écrase contre un olivier avant de s'immobiliser dans un ravin. Les secours arrivent vite, mais l'image est insoutenable. Grace Kelly, la star d'Hollywood devenue princesse, est inconsciente. Transportée à l'hôpital de Monaco, elle meurt le lendemain, des suites de ses blessures. Elle avait 52 ans. La nouvelle se répand sur la planète comme une onde glacée. Les journaux du monde entier affichent son visage sur leurs unes et Monaco s'enveloppe de silence. Avant ce jour tragique, Grace Kelly incarnait la perfection. Née à Philadelphie, elle devint en quelques années l'icône du cinéma américain, muse d'Alfred Hitchcock, symbole d'une beauté froide et fascinante. En 1956, son mariage avec le prince régnier transforma le rêve hollywoodien en conte de fées. La jeune actrice troqua les projecteurs pour un trône, les scénarios pour les bals royaux, sans jamais perdre cette aura de mystère. Sa mort brutale, sur cette même route qu'elle empruntait souvent, laisse derrière elle une légende et des questions. Les rumeurs se multiplient, un malaise au volant, un frein défaillant, un instant de distraction. Certains disent qu'elle avait subi un accident vasculaire avant le crash. D'autres refusent de croire qu'un destin si parfait puisse se briser sur une simple courbe de montagne. Le prince régnier, anéanti, fit ériger une rose blanche dans les jardins du palais en sa mémoire. Les habitants de Monaco déposèrent des bouquets sur le chemin de la Turbie, comme pour effacer la trace de ce drame. Aujourd'hui encore, les touristes s'arrêtent sur ce virage, regardent la mer et murmurent son nom. Grace Kelly n'est plus, mais son élégance flotte toujours sur la Riviera, comme un parfum d'éternité. Et vous,
Que ressentez-vous quand une étoile s'éteint ainsi, au sommet de sa légende? Numéro 3, Françoise d'Orléac. Le 26 juin 1967, à Villeneuve-Loubet, le soleil tape fort sur l'autoroute du Sud. La jeune actrice file vers l'aéroport de Nice, au volant de sa Renault. Elle doit rejoindre Londres pour un tournage. Elle conduit vite, pressée, insouciante, comme si la vie l'attendait encore à chaque virage. À quelques kilomètres de la destination, la voiture dérape soudain, heurte un talus, s'enflamme, les témoins accourent, mais les flammes sont déjà trop hautes. À 25 ans, Françoise d'Orléac meurt dans un incendie que personne ne peut éteindre. La nouvelle bouleverse le monde du cinéma. Les journaux français publient son sourire sur fond noir, les titres sont sobres, douloureux. La sœur de Catherine Deneuve, cette beauté fragile et mutine, n'était pas seulement une étoile montante. Elle était l'incarnation du charme français des années 60, libre, vive, un peu sauvage. Elle venait de tourner, Foi, les Demoiselles de Rochefort, un film lumineux qui, par une étrange ironie, allait devenir son chant du cygne. Elle avait commencé tôt à l'ombre du nom Deneuve, mais très vite elle s'était imposée par sa personnalité. Sur les plateaux, on disait d'elle qu'elle était un feu d'artifice, imprévisible, joyeuse, passionnée. François Truffaut l'adorait, Polanski la voulait pour ses projets, et Hollywood commençait à s'y intéresser. Elle représentait ce mélange rare de grâce et d'audace, cette légèreté grave qui séduisait les réalisateurs et les spectateurs. Le jour de son enterrement, à Paris, la foule se presse, silencieuse. Catherine Deneuve avance, le visage fermé, tenant dans ses mains une rose blanche. Autour d'elle, tout le cinéma français retient ses larmes. Personne ne comprend comment une telle vitalité a pu se consumer si brutalement. Les pompiers diront plus tard qu'elle n'a probablement pas eu le temps de sortir du véhicule, que les portières s'étaient bloquées à cause du choc. Dans les années qui suivront, son image restera figée dans une éternelle jeunesse. On évoquera souvent ce sourire, ce regard espiègle, ce souffle de liberté qu'elle laissait derrière elle. Françoise d'Orléac n'a pas eu le temps de devenir une légende vieillissante. Elle est restée, pour toujours, cette héroïne brûlante d'un film interrompu trop tôt. Numéro 4, Gaspard Ulliel. Le 10 à 9 janvier 2022. La station de ski de la Rosière, en Savoie, baigne dans une lumière d'hiver calme et pur. Le ciel est d'un bleu tranchant, la neige scintille, tout semble paisible. Gaspard Ulliel descend une piste bleue, sans vitesse excessive, lorsqu'un autre skieur arrive de côté. Le choc est soudain, terrible, le bruit sourd de deux casques qui s'entrechoquent résonne dans la blancheur. L'acteur reste immobile dans la neige, inconscient. Transporté par hélicoptère à l'hôpital de Grenoble, il meurt quelques heures plus tard, d'un traumatisme crânien. Il avait 37 ans. L'annonce provoque une onde de tristesse dans tout le pays. Les journaux interrompent leur programme, les réseaux sociaux s'emplissent d'hommages. On a l'impression que le temps s'arrête, qu'un avenir tout entier vient de s'éteindre. Gaspard Ulliel, c'était ce visage à la fois doux et grave, cet air de mystère qui fascinait la caméra. Révélé très jeune, il avait conquis le cinéma français par son talent silencieux et sa profondeur rare. Né à Boulogne-Billancourt, il avait grandi dans un univers d'images entre publicité et art. Sa carrière explose avec Foi, un long dimanche de fiançailles, puis vient Foi Hannibal Lecter. Les origines du mal, qui le fait connaître au-delà des frontières. Mais il restait humble, discret, presque timide. Dans la vie comme à l'écran, il incarnait cette élégance tranquille, ce romantisme mélancolique propre au cinéma français. Les témoignages affluent. Réalisateurs, acteurs, amis, tous évoquent un homme attentif, pudique, d'une grande délicatesse. L'un d'eux dira qu'il n'avait jamais vu quelqu'un regarder les autres avec autant d'attention. À Cannes, 1 minute de silence est observée. Les montagnes de Savoie, d'ordinaire si sereines, deviennent le décor d'une tragédie absurde, comme un rappel cruel de la fragilité humaine. Sur les pistes de la Rosière, une stèle porte désormais son nom. Les visiteurs y déposent des fleurs, parfois un petit mot glissé dans la neige. Le vent souffle doucement, les sapins murmurent, et son regard continue de hanter les écrans, éternellement jeune, éternellement absent. Gaspard Ulliel n'a pas eu besoin de vieillir pour devenir une légende.
Son dernier rôle, c'est celui du temps suspendu. Numéro 5. Paul Walker. Le 30 novembre 2013, à Santa Clarita en Californie, la chaleur de l'après-midi se mêle au rugissement des moteurs. L'acteur participe à un événement caritatif pour les victimes du typhon Haiyan. Il monte à bord d'une Porsche Carrera GT conduite par son ami Roger Rodas. Quelques minutes plus tard, sur une avenue bordée d'arbres, la voiture perd le contrôle, percute un lampadaire, s'enflamme aussitôt. Les secours arrivent rapidement, mais les flammes dévorent le véhicule. Paul Walker meurt sur le coup, prisonnier d'un brasier que personne ne peut approcher. Il avait 40 ans. La nouvelle se répand à une vitesse vertigineuse. Les fans pleurent, les collègues sont sous le choc. L'ironie tragique saute aux yeux de tous. L'homme qui incarnait la vitesse et la liberté sur grand écran trouve la mort dans une voiture de sport. Le monde du cinéma s'arrête, incrédule. L'équipe de foi Fast and Furious foi perd son cœur, sa figure fraternelle, celle qui unissait les autres. Paul Walker n'était pas seulement un acteur. Né à Glendale, il avait commencé enfant dans des publicités, avant de percer à Hollywood grâce à son sourire calme et son regard bleu d'une sincérité rare. Derrière l'image du héros de films d'action se cachait un homme discret, passionné de biologie marine, engagé dans des œuvres humanitaires. Il avait fondé l'organisation foi Reach Out Worldwide, dédiée au secours d'urgence dans les zones sinistrées. Les enquêteurs concluent que la vitesse excessive et un pneu défectueux ont causé le drame, mais pour beaucoup, cette mort paraît presque irréelle comme écrite à l'avance par le destin. Des milliers de fans déposent des fleurs, des bougies et des maquettes de voitures sur les lieux de l'accident. Vin Diesel, son ami proche, prononce un hommage bouleversant, l'appelant son frère pour toujours. Le tournage de foi Fast and Furious, 7 fois, reprend quelques mois plus tard, avec ses frères pour doubler ses scènes manquantes. La dernière séquence, où son personnage s'éloigne sur une route baignée de lumière, devient une métaphore poignante de sa propre vie. Paul Walker s'en va, serein, laissant derrière lui l'éclat d'un sourire et la sensation d'une route infinie, perdue quelque part entre le rêve et la vitesse. Numéro 6. Brandon Lee. Le 30 et 1 mars 1993, sur le plateau du film foi The Crow, à Wilmington, en Caroline du Nord, la scène devait être simple. Un acteur tire sur son personnage, qui s'effondre, blessé. La caméra tourne, les techniciens se concentrent, tout semble sous contrôle. Le bruit du coup de feu résonne, Brandon tombe au sol, mais cette fois, il ne se relève pas. Un projectile réel s'est logé dans son abdomen. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, opéré pendant des heures, mais rien n'y fait. À 28 ans, le fils unique de Bruce Lee meurt dans des circonstances qui bouleversent Hollywood. La tragédie glace le monde du cinéma. Le scénario du film, sombre et gothique, devient soudain une prophétie macabre. Brandon Lee, jeune acteur à la carrière prometteuse, disparaît comme son père trop tôt, trop brutalement. Les journaux rappellent la coïncidence troublante, 2 hommes, 2 destins brisés au sommet de leur ascension. Avant ce jour fatidique, Brandon avait enfin trouvé sa voie. Longtemps prisonnier de l'ombre immense de son père, il avait lutté pour exister par lui-même. The Crow foi devait être son grand rôle, celui qui prouverait son talent au-delà des arts martiaux. Il y incarnait un musicien revenu d'entre les morts pour venger sa fiancée, un personnage de douleur et de poésie. Le film lui survivra, transformé en hommage. L'enquête révélera qu'une erreur technique a causé la mort. Un fragment de balle, coincé dans le canon d'une arme, censé tirer à blanc. Un détail oublié, une vérification manquée, et le destin bascule. Cette négligence changera à jamais les règles de sécurité sur les tournages. Désormais, chaque arme devra être contrôlée minutieusement avant chaque prise. Dans les années qui suivent, The Crow foi devient culte. Le regard de Brandon, à la fois intense et mélancolique, hante les écrans. Les fans du monde entier voient en lui l'image d'une génération fauchée trop tôt. Son nom reste lié à une aura de mystère, de beauté tragique, de promesses inachevées. Et vous, croyez-vous que certains destins soient écrits d'avance, même sous les projecteurs ? Numéro 7, Natasha Richardson. Le 10 à 7 mars 2009, dans la station de ski de Mont-Tremblant, au Québec, la neige tombe doucement, le vent est léger, l'atmosphère paisible. Natasha Richardson
prend une leçon de ski pour débutants. Elle rit, chute doucement, se relève aussitôt, rassure tout le monde. Rien de grave, pense Théon. Elle refuse l'assistance médicale, remonte dans sa chambre d'hôtel, plaisante encore au téléphone avec son mari, l'acteur Liam Neeson. Quelques heures plus tard, elle s'effondre, inconsciente, transportée à l'hôpital de Montréal, puis à New York, elle ne reprendra jamais connaissance. Le 10 à 9 mars, son décès est annoncé. Elle avait 45 ans. Le monde du cinéma reste figé. Personne ne comprend comment une chute si anodine a pu devenir mortelle. Le diagnostic est terrible. Un hématome épidural, une hémorragie interne dans le crâne. Un casque, disent les médecins, aurait sans doute tout changé. L'ironie est cruelle. Celle qui incarnait la vitalité et la grâce meurt à cause d'un simple déséquilibre sur la neige. Née à Londres, Natasha Richardson appartenait à une lignée mythique du théâtre britannique. Fille de Vanessa Redgrave et petite-fille de Michael Redgrave, elle portait l'art dans le sang. Très tôt, elle s'impose sur scène par sa voix chaude et son élégance naturelle. Au cinéma, on la découvre d'enfoi, The Parent Trap, Nell Made in Manhattan. Elle séduit le public par sa douceur et son intelligence, loin du glamour artificiel d'Hollywood. Son mariage avec Liam Neeson fut l'un des plus admirés du monde du spectacle. Ensemble, ils formaient un couple discret, solide, aimé de tous. Le jour du drame, il tourne à Toronto. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il prend un avion en urgence, arrive trop tard. Dans ses mémoires, il évoquera ce moment comme la fracture la plus douloureuse de sa vie. Les obsèques ont lieu à Millbrook, dans l'État de New York. Famille, amis, collègues, tous sont là. Les larmes se mêlent au silence. Sur la tombe, une simple inscription. Love never dies. Son départ laisse un vide immense, mais aussi une leçon amère sur la fragilité de la vie. Une chute sans importance, un instant d'insouciance, et tout un univers s'effondre. Numéro 8, Anton Yelchin. Le 10 à 9 juin 2006, à Los Angeles, le soleil commence à se lever sur les collines de Studio City. La maison d'Anton Yelchin est silencieuse, ses amis l'attendent pour une répétition, il ne répond pas au téléphone. Quelques heures plus tard, l'un d'eux arrive chez lui et découvre une scène inimaginable. Sa voiture, une Jeep Grand Cherokee, s'est mise en mouvement alors qu'il se trouvait derrière, probablement pour fermer le portail. Le véhicule l'a écrasé contre la boîte aux lettres en pierre. Il meurt sur place, seul, à 27 ans. Les enquêteurs concluront qu'il s'agissait d'un problème mécanique connu du modèle, une défaillance du levier de vitesse ayant provoqué la mise en marche involontaire du véhicule. Une erreur minuscule, une fraction de seconde, et la vie d'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération s'éteint dans le silence d'une allée. Anton Yelchin n'était pas un visage ordinaire d'Hollywood. Né à Saint-Pétersbourg, dans une famille de danseurs russes émigrés, il grandit en Californie et commence très jeune à tourner. Il dégageait une intensité rare, une sensibilité fragile qui le rendait immédiatement reconnaissable. Dans Foi Star Trek, il incarnait Tchekhov avec un mélange de malice et de nervosité attachante. Dans Foi Like Crazy, il montrait une profondeur émotionnelle qui surprit la critique. Sa mort provoque une vague d'émotions à travers le monde. Les fans déposent des fleurs devant sa maison, les studios rendent hommage à un talent fauché avant d'avoir pu éclore pleinement. Ses collègues parlent d'un jeune homme curieux, passionné, humble, toujours prêt à rire. Sa filmographie devient un testament d'énergie et de promesses. Quelques mois plus tard, ses parents, effondrés, portent plainte contre le constructeur automobile. La marque rappellera plus d'1 million de véhicules après ce drame. L'affaire souligne la frontière mince entre la sécurité et le danger, entre le quotidien et la tragédie. Aujourd'hui, un mémorial à son nom existe au Hollywood Forever Cemetery. Une statue de bronze le représente avec un appareil photo, symbole de son regard d'artiste. Le vent passe dans les arbres, la lumière change, et son souvenir demeure, discret et indélébile, comme un film interrompu avant la dernière scène. Numéro 9, Aaliyah. Le 25 août 2001, sur l'île d'Abaco aux Bahamas, le ciel est d'un bleu éclatant et la chaleur écrase la piste d'aviation. Aaliyah vient de terminer le tournage de son nouveau clip. Elle est souriante, épuisée, mais heureuse, impatiente de rentrer chez elle. Elle monte à bord d'un petit avion Cessna avec 8 autres personnes. L'appareil décolle à peine, peine à prendre de la hauteur.
puis s'incline brusquement avant de s'écraser à quelques mètres de la piste. L'explosion est immédiate, Alia meurt sur le coup, elle n'avait que 22 ans. Les enquêteurs découvriront que l'avion était surchargé, bien au-delà de sa limite de poids, et que le pilote n'était pas qualifié pour ce vol. Il avait de la cocaïne et de l'alcool dans le sang. Cette accumulation d'erreurs transforme un simple retour de tournage en tragédie mondiale. Les images de l'épave, fumante sous le soleil tropical, marquent les esprits pour toujours. Alia Houghton n'était pas qu'une chanteuse. Elle représentait la modernité du R&B américain, une artiste complète, capable de danser, chanter et jouer au cinéma. Découverte adolescente, elle avait déjà conquis le public avec son style élégant, sa voix douce et son aura mystérieuse. Sa carrière venait de franchir un nouveau cap avec des rôles dans fois Romeo 10 fois et fois, Queen of the Damned. Le monde entier la voyait comme l'héritière d'une génération d'artistes audacieuses, une star née pour durer. Sa disparition soudaine provoque une onde de choc. Les chaînes de télévision diffusent ses clips en boucle, les radios interrompent leurs programmes. À New York, des centaines de fans déposent des fleurs et des bougies devant son ancienne école. Les artistes de tout horizon lui rendent hommage, évoquant son professionnalisme et sa gentillesse. Les années passent, mais son influence demeure. Son style inspire toujours les nouvelles générations, sa musique continue de résonner dans les playlists et les films. Chaque fois que sa voix s'élève, c'est un rappel de ce qu'elle aurait pu devenir. Alia reste figée dans une éternelle jeunesse, symbole d'un talent pur et d'un destin brisé par la négligence humaine, une étoile qui n'a pas eu le temps de vieillir, mais qui ne s'éteindra jamais vraiment. Numéro 10, Vic Morrow. Le 23 juillet 1982, sur le plateau du film Twilight Zone, The Movie près de Los Angeles, la nuit est chaude, les projecteurs illuminent un décor de village en guerre. Vic Morrow tourne une scène où il doit courir, tenant 2 enfants dans ses bras, tandis qu'un hélicoptère survole le plateau à basse altitude. Le réalisateur crie « Action !», les explosions retentissent, les flammes s'élèvent plus haut que prévu. L'appareil perd le contrôle, plonge brutalement, les pales tranchent l'air avant de s'écraser sur les acteurs. En quelques secondes, Vic Morrow et les 2 enfants meurent sur place. Il avait 53 ans. L'accident choque Hollywood. Les équipes de tournage sont sous le choc, les autorités arrivent, les corps sont recouverts de bâches, sous les projecteurs encore allumés. Ce qui devait être une scène de fiction devient un cauchemar bien réel. Les images de l'enquête seront tenues secrètes, tant elles sont insoutenables. La presse s'empare de l'affaire et le public découvre avec effroi les coulisses d'un tournage devenu meurtrier. Vic Morrow était un acteur respecté, connu pour ses rôles dans Combat et plusieurs films de guerre. Il avait cette présence forte, cette gravité naturelle qui donnait du poids à chacun de ses personnages. Sa carrière, marquée par des rôles de soldats, de marginaux et de pères abîmés par la vie, lui avait valu une reconnaissance sincère du public américain. Ironie du sort, c'est encore dans une scène de guerre qu'il trouve la mort. Le procès qui suivra durera plusieurs années. Le réalisateur John Landis et plusieurs membres de l'équipe seront accusés d'homicide involontaire, accusés d'avoir négligé la sécurité des acteurs et des enfants. Après un long combat judiciaire, ils seront acquittés, mais le drame changera à jamais les règles de tournage aux États-Unis. Les scènes dangereuses seront désormais encadrées par des normes beaucoup plus strictes. La mort de Vic Morrow laisse une cicatrice dans l'histoire du cinéma. Sa fille, l'actrice Jennifer Jason Leigh, refusera longtemps d'en parler publiquement. Sur le plateau, un simple instant d'inattention aura suffi à transformer l'art en tragédie. Et vous, croyez-vous qu'à Hollywood, la quête du réalisme vaille vraiment le prix du risque humain? Numéro 11, Jon-Erik Exum. Le 12 octobre 1984, sur le plateau de la série Cover-Up, à Los Angeles, l'ambiance est légère, entre 2 prises. Jon-Erik Exum, jeune acteur, au charme tranquille, plaisante avec l'équipe technique pendant qu'on installe les caméras. Il s'assoit sur un canapé, prend un revolver chargé à blanc, un accessoire de tournage et mime un geste de désespoir. Il place le canon contre sa tempe, sourit et appuie sur la gâchette. Le bruit est assourdissant, l'impact du gaz comprimé fracture son crâne, il s'effondre, inconscient. Transporté à l'hôpital, il est maintenu en vie pendant 6 jours avant que les médecins ne déclarent sa mort cérébrale. Il avait 26 ans. La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre.
Hollywood se retrouve face à une tragédie absurde, d'autant plus cruelle qu'elle résulte d'une simple plaisanterie. L'arme ne contenait aucune balle, mais la pression du gaz, projeté à bout portant, a été suffisante pour causer des dégâts irréversibles. Les journaux titrent sur l'accident « Les collègues n'en reviennent pas ». On parle d'un jeune homme joyeux, généreux, sans le moindre signe de détresse. John Eric Exum venait tout juste de commencer sa carrière. Né dans le New Jersey, il avait étudié la musique avant de se tourner vers le mannequinat, puis vers la télévision. Sa beauté classique, son regard clair et sa douceur naturelle l'avaient propulsé au rang de nouvelle étoile montante. On disait de lui qu'il aurait pu devenir le prochain James Dean, Cover Up Foi devait être la série de sa consécration. Sa mort change profondément les pratiques de sécurité sur les tournages américains. Désormais, toute arme, même à blanc, est soumise à des contrôles stricts, et les acteurs sont formés au danger réel de ces accessoires. Les producteurs décident de terminer la série en modifiant le scénario, transformant son personnage en héros tombé au combat, un hommage discret à la vie qu'il n'a pas pu mener. Dans la mémoire du public, John Eric Exum reste le symbole tragique d'une jeunesse brisée par l'insouciance. Une star promise à un grand avenir, disparue dans un geste qu'il croyait sans conséquence, et qui rappelle que le jeu, parfois, peut coûter la vie. Numéro 12, Jocelyne Cuivrin. Le 15 novembre 2009, la nuit tombe sur le tunnel de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Jocelyne Cuivrin quitte un dîner, prend le volant de sa voiture de sport, une Ariel Atom, un modèle léger et extrêmement puissant. La route est humide, le trafic fluide, les phares se reflètent sur les parois du tunnel. Quelques minutes plus tard, les témoins voient une lueur, entendent un fracas métallique, puis des flammes. Le véhicule s'embrase instantanément. Les pompiers arrivent en quelques minutes, mais il est déjà trop tard. L'acteur meurt carbonisé, à 30 ans. L'annonce bouleverse le monde du cinéma français. On ne veut pas y croire. L'un des talents les plus prometteurs de sa génération disparaît brutalement, à l'aube d'une carrière qui s'annonçait éclatante. Les journaux rappellent son énergie, son humour, sa curiosité. Quelques heures avant le drame, il plaisantait encore avec des amis, heureux, insouciants. Rien ne laissait présager une fin aussi soudaine. Née à Dijon, Jocelyne Cuivrin avait débuté très jeune, à 13 ans, dans Foi Louis, enfant roi. Son visage expressif à la fois doux et ironique séduisait la caméra. Au fil des années, il s'impose dans des rôles variés, passant du drame à la comédie avec une aisance rare. Son interprétation dans Foi 99 francs fois aux côtés de Jean Dujardin avait révélé toute sa profondeur. Il aimait les défis, la vitesse, la vie intense, comme s'il pressentait qu'elle serait courte. L'enquête conclura à une perte de contrôle due à la vitesse et aux conditions de la route. L'Ariel Atom, voiture sans pare-brise ni toit, ne pardonne aucune erreur. L'impact fut si violent que le moteur fut projeté plusieurs mètres plus loin. Les enquêteurs diront que la mort a été instantanée. La brutalité du choc laisse la France sans voix. Ses amis s'accompagnent l'actrice Alice Taglioni et toute une génération d'artistes lui rendent hommage. Sur les réseaux et dans les studios, les mots se répètent. Talent, lumière, promesse. Dans le tunnel où tout s'est arrêté, une plaque discrète porte son nom. Les automobilistes y ralentissent parfois en silence. Jocelyne Cuivrin reste cette image d'un sourire éclatant, d'une carrière suspendue et d'un destin brisé au rythme de la vitesse. Numéro 13, Michel Subor. Le 10 à 7 janvier 2022, à Paris, une nuit d'hiver calme se transforme en drame. Michel Subor conduit seul sa voiture dans le 16e arrondissement. La route est déserte. Les lampadaires diffusent une lumière pâle sur l'asphalte humide. Peu avant minuit, son véhicule dévie soudain, percute violemment un arbre, puis un mur. Les secours arrivent rapidement, mais l'acteur est grièvement blessé. Transporté à l'hôpital, il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Il avait 86 ans. Sa disparition passe presque inaperçue, discrète, à l'image de sa vie. Pourtant, pour ceux qui connaissent le cinéma français, Michel Subor était bien plus qu'un simple nom. Il fut l'un des visages les plus mystérieux de la nouvelle vague, un acteur que Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock et Claire Denis avaient su filmer avec fascination. Sa carrière, longue et singulière, traverse plusieurs époques sans jamais chercher la lumière. Né à Paris, il débute dans les années 50, puis se fait remarquer dans Foi, le petit soldat Foi de Godard, où son regard calme et opaque fascine les critiques.
Il joue ensuite dans Topaz, foi d'Hitchcock, avant de disparaître presque 20 ans du grand écran. Quand il revient, c'est avec Claire Denis, qui le transforme en figure mythique, un fantôme d'homme dans Beau travail, foi et foi, l'intrus. Son visage vieilli, buriné, dégageait une beauté farouche, celle des êtres en marge. La presse évoque un accident banal, sans témoin, sans mystère. Mais pour les cinéphiles, sa mort symbolise la fin d'une génération d'acteurs insaisissables, ceux qui préféraient le silence aux mondanités. Il avait cette façon de jouer sans effort, de disparaître dans le personnage, de faire sentir plus qu'il ne disait. Son dernier rôle, dans l'innocent foi de Louis Garrel, sortira à titre posthume, comme un adieu discret. Dans les hommages, on parle d'un homme secret, d'une présence rare, d'une âme solitaire. Michel Subor laisse derrière lui une œuvre fragmentée, mais précieuse, un héritage de mystère et de grâce. Le rideau tombe doucement sur sa vie, et son nom reste suspendu, quelque part entre la nuit parisienne et la mémoire du cinéma. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour découvrir d'autres destins bouleversants, et à très bientôt